Plus de 100 ans après le naufrage du Titanic, les récits des survivants continuent de donner des frissons. La plupart des gens pensent que c'est la faute de l'iceberg, mais certains témoins, ceux qui ont vécu la tragédie, ont laissé entendre qu'il y avait quelque chose de bien plus sinistre. Et si c'était vrai, et si l'iceberg n'était qu'une couverture commode pour un secret beaucoup plus sombre, dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs des souvenirs des survivants, explorerons les théories du complot et révélerons des secrets oubliés depuis longtemps liés à la fin tragique du Titanic. Préparez-vous à découvrir une histoire très différente de celle que vous connaissez. Plus de 60 ans après cette nuit glaciale de 1912, le survivant de l'équipage du Titanic, Frank Prentice, avait du mal à retenir ses larmes en se remémorant ce qu'il avait vécu. Il était assistant trésorier, une personne formée pour agir calmement et de manière organisée dans des situations critiques, mais rien ne pouvait le préparer à l'horreur qu'il avait vécue et aux souvenirs qu'il avait hantés toute sa vie. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement serait la meilleure des reconnaissances. Merci, il n'y a pas eu de choc à proprement parler, se souvenait Prentice dans un documentaire de la BBC en 1969. C'était comme si vous appuyiez brusquement sur les freins d'une voiture. Elle s'est simplement arrêtée. Pendant des décennies, le monde a cru que le Titanic avait heurté un iceberg avec une force écrasante. Mais pour ceux qui étaient à bord, cette sensation était étonnamment ordinaire. Pas de choc violent, pas de grincement assourdissant du métal, juste un arrêt soudain et sinistre. À ce moment-là, Prentice se trouvait dans sa cabine. Le hublot était ouvert. Il regarda à l'extérieur, le ciel était dégagé. Les étoiles brillaient au-dessus d'une mer absolument calme. Il ne remarqua rien d'anormal, pas de panique, pas de dommages visibles non plus. Et pourtant, le navire que l'on croyait insubmersible merveille d'ingénierie était figé au milieu de l'Atlantique. Quelque chose n'allait pas, mais personne ne savait quoi. Des ordres furent bientôt donnés. On demanda à Prentice de descendre sur le pont inférieur et de rapporter des biscuits pour les canots de sauvetage. Quand il revint, le Titanic était déjà dangereusement incliné. Le chaos s'intensifia, il ne pouvait plus accéder aux canots, et c'est alors qu'il entendit cela. 4 coups sourds distincts résonnant depuis les profondeurs du navire. Ce n'était pas le bruit que l'on s'attend à entendre lors d'une collision avec de la glace, c'était des explosions, des pannes mécaniques, des ruptures de tuyaux à vapeur ou quelque chose de bien plus intentionnel. Prentice, comme beaucoup d'autres, se retrouva dans l'eau glacée lorsque le navire se brisa en deux. Il tomba dans l'océan avec un bruit terrible, sauvé uniquement par un gilet de sauvetage et comme il le disait lui-même par la grâce de Dieu. Nageant parmi les corps, observant la poupe se soulever haut avant de plonger sous l'eau, il était convaincu qu'il allait mourir. Mais par un miracle, il survécut. Il fut récupéré par un canot de sauvetage. Il était en vie, mais sa mémoire conserva à jamais les horreurs de cette nuit-là. Plus tard, il disait « Tu es allongé dans ton lit la nuit, et tout cela revient encore et encore ». Dans sa confusion, il n'était pas seul, de nombreux survivants ont donné des témoignages étonnamment similaires lors des audiences au Sénat américain. S'il parlait de l'absence de collisions puissantes, se souvenant plutôt de vibrations légères, de paniques silencieuses et de bruits étranges provenant de l'intérieur. Quel iceberg pouvait provoquer des explosions à l'intérieur du navire ? L'explication officielle était qu'il s'agissait de ruptures de tuyaux à vapeur ou de chaudières sous pression, mais personne ne pouvait le confirmer avec certitude. Cette absence de drame extérieur évident a alimenté des théories du complot pendant des décennies. S'il n'y avait pas eu de collision évidente, qu'est-ce qui avait causé des dommages fatals ? Était-ce des rivets bon marché ou un métal de mauvaise qualité ? Ou un incendie couvant depuis plusieurs jours à l'intérieur de la coque qui avait affaibli sa solidité ou, comme murmuraient certains à l'époque, un acte délibéré ? Quelque chose qui avait été planifié pour ressembler à un accident mais exécuté avec une précision mortelle. Et qu'en est-il du mystérieux projecteur qui avait été aperçu depuis les canaux de sauvetage, cette lumière que Prentice et d'autres avaient vue et prenaient pour un sauvetage ? Si un autre navire était suffisamment proche pour être visible, pourquoi n'est-il pas venu à l'aide ? Était-ce une occasion manquée ou ce navire était-il là non pas pour sauver, mais pour observer Frank Prentice, n'a jamais prétendu avoir toutes les réponses, mais ces souvenirs offrent quelque chose de plus que de simples conjectures. Ils suscitent le doute. Des doutes célestes qui flottent encore dans les vents froids de l'Atlantique des siècles plus tard. Mais si l'iceberg n'était pas le véritable coupable alors qu'il était, l'une des théories implique le feu, la tromperie et une dissimulation qui s'étend sur des décennies, et elle commence avec un navire qui ne devait pas être là. C'est l'une des théories les plus convaincantes et controversées de l'histoire de la navigation.
Que se passerait-il si le navire qui a coulé en 1912 n'était en réalité pas le Titanic? Cette version connue sous le nom de théorie du remplacement de l'Olympique suggère qu'un navire identique au Titanic, le paquebot olympique, a été déguisé en Titanic et intentionnellement coulé dans le cadre d'un plan d'assurance frauduleux. Cela ressemble à un complot fou chuchoté sur des forums et dans des documentaires, mais pour comprendre pourquoi elle a pris de l'ampleur, il faut revenir aux circonstances qui ont conduit à cette navigation fatidique. Le paquebot olympique a été lancé un an avant le Titanic et était presque identique à lui en termes de conception, mais en septembre 1911, l'Olympique a heurté le navire de guerre britannique HMS Hawke. La collision a percé le flanc de l'Olympique et a gravement endommagé son côté droit. Bien qu'il soit rentré au port, les réparations ont été longues et coûteuses. Pire encore, les assureurs de la White Star Line ont refusé de payer, affirmant que l'Olympique était en faute. Cela a conduit la compagnie à une catastrophe financière et, selon certains, a donné un motif à la plus grande substitution maritime de l'histoire. Selon la théorie, l'Olympique, qui n'était plus financièrement viable et qui était peut-être encore structurellement dangereux, a été rapidement réparé à Belfast et rebaptisé secrètement Titanic. Pendant ce temps, le véritable Titanic, qui était encore en construction, devait plus tard naviguer sous le nom d'Olympique. L'objectif était de couler le navire endommagé, de faire passer tout cela pour un accident et de toucher les indemnités d'assurance. Les partisans de cette théorie soulignent plusieurs preuves présumées. La plus connue concerne le nombre de hublots sur le navire. Sur les plans originaux, le Titanic avait 14 hublots d'un côté du pont avancé, tandis que l'Olympique en avait 16. Lorsque le Titanic a pris la mer des photographies, montre qu'il en avait 16 tout comme l'Olympique. Coïncidence, certains ne le pensent pas. Ils font également référence aux différences dans l'agencement intérieur, au comportement étrange de l'équipage et à la semaine de finition juste avant le premier voyage du Titanic qui aurait pu être utilisé pour effectuer le remplacement. Encore plus suspect pour les partisans de la théorie est le fait que JP Morgan, le financier qui possédait la International Mercantile Marine Company, qui contrôlait la White Star Line, avait réservé un luxueux salon privé pour le premier voyage du Titanic. Il a annulé son voyage à la dernière minute, invoquant un malaise. L'idée que la logistique de la réalisation d'un remplacement à grande échelle des navires en moins de 2 semaines est contredite par des experts maritimes tels que Gareth Russell et Kent Layton qui affirment que cela est peu probable. Les deux navires, bien qu'ils soient presque identiques, avaient des agencements différents, des systèmes mécaniques différents et des numéros de série différents gravés dans toute leur structure. Leur substitution nécessiterait une énorme quantité de travail de secret et la coopération de centaines de travailleurs et d'officiers sans qu'aucun dénonciateur crédible ne se soit manifesté au cours du siècle suivant. Encore plus dévastateur pour la théorie est le calcul d'assurance. Le Titanic était assuré pour un montant inférieur à son coût de construction. Si l'objectif était le profit, le remplacement n'avait pas de sens financier. Et lorsque les épaves ont été découvertes en 1985, les marqueurs d'identification ont confirmé que c'était bien le Titanic qui reposait au fond de l'océan. Néanmoins, pour beaucoup, l'idée d'un navire remplacé est trop séduisante pour être écartée. Elle joue sur notre fascination pour la dissimulation, la corruption et les mystères non résolus. Et si quelqu'un était prêt à couler un navire pour de l'argent, que pourrait-il faire d'autre pour assurer sa perte ? Une autre menace cachée pouvait-elle couvert à l'intérieur du Titanic avant qu'il ne rencontre la glace ou le sabotage, une menace silencieuse au cœur du navire que personne n'a vue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parmi les nombreux passagers à bord du Titanic se trouvait un homme dont le nom suscite encore des débats parmi les historiens du paranormal, William Stead, un journaliste et éditeur britannique respecté, profondément passionné par le surnaturel. Alors que beaucoup montaient à bord du navire à la recherche de luxe, d'opportunités ou d'une nouvelle vie, Stead apportait avec lui une histoire glaçante, celle d'une momie égyptienne ancienne qui, disait-on, portait une malédiction mortelle. Alors que le Titanic glissait sur l'Atlantique glacé, Stead racontait à ses compagnons de première classe les histoires de cette supposée relique maudite. Ce n'était pas de la simple conversation vide, il croyait sincèrement qu'elle se trouvait à bord du navire et cette conviction prit un sens terrifiant quelques jours plus tard. Selon Stead, cet artefact était le couvercle du sarcophage d'une grande prêtresse déterrée en Égypte, qui selon les rumeurs apportait la mort et le malheur à tous ceux qui la touchaient. Des années avant la traversée du Titanic, une série d'accidents inexpliqués s'était produite au British Museum où le couvercle de la momie était supposément conservé. Des gardiens auraient démissionné. Des conservateurs seraient tombés malades. Un journaliste, après avoir touché le couvercle, serait mort dans des circonstances mystérieuses. Stead lui-même reliait l'artefact à une série d'événements étranges à Londres, allant des incendies soudains à des incidents inexplicables.
Il croyait que la présence de la relique avait semé le chaos dans la ville, et que d'une manière ou d'une autre, elle avait trouvé son chemin jusqu'au Titanic. Stead racontait aux passagers que la momie avait été vendue à un riche Américain qui avait organisé son transport vers New York à bord du navire insubmersible. Il affirmait que cet objet maudit avait déjà laissé derrière lui une traînée de malheur et que son voyage à travers la mer ne ferait pas exception. À l'époque, ses compagnons de voyage prenaient cette histoire comme un divertissement captivant après le dîner. Personne ne pouvait imaginer à quel point il se sentirait différemment quelques jours plus tard lorsqu'il se battrait pour une place dans les canaux de sauvetage sous un ciel noir tremblant sous l'air glacial de l'Atlantique. Après le naufrage du Titanic, les médias se sont emparés de l'horrible histoire de Stead. Un des survivants raconta l'histoire de Stead à un journaliste new-yorkais, et bientôt les gros titres se multiplièrent autour de la malédiction de la momie. Le public choqué par la tragédie inimaginable s'accrochait à toute explication aussi incroyable soit-elle. L'idée d'une vengeance ancienne d'un esprit vengeur punissant la profanation de tombes sacrées convenait parfaitement à l'horreur du moment. Certains affirmaient que la momie avait été secrètement introduite dans la cale qu'elle avait échappé à la documentation. D'autres insistaient pour dire qu'elle avait été cachée parmi des artefacts inestimables en première classe. Comme dans beaucoup de légendes urbaines, l'absence de preuves n'a fait qu'ajouter à son attrait. Mais qu'en est-il de la vérité? Elle est beaucoup moins dramatique mais non moins éloquente sur la façon dont l'humanité cherche un sens dans le chaos. La prétendue momie n'a jamais quitté le British Museum. Elle n'a jamais été mise à bord du Titanic. Les archives du musée confirment que l'artefact est resté à Londres pendant toute l'année 1912. Il n'y avait aucune cargaison maudite, aucun sarcophage maudit caché dans la cale du navire. Même le couvercle du sarcophage a été mal identifié. Ce n'était pas une véritable momie, mais une planche funéraire qui avait été entraînée dans des rumeurs sinistres grâce à des décennies de folklore impérial et de mythologie. Alors pourquoi tant de gens ont-ils cru à cette histoire? Peut-être parce que l'explication réelle, la collision avec un iceberg, l'échec des protocoles de sécurité et l'arrogance, était trop simple. Que le Titanic, symbole de luxe et d'empire, ait été puni pour avoir profané quelque chose de sacré. Mais quel que soit l'effroi que cette histoire suscite, une force bien plus tangible et puissante agissait en coulisses qui ne reposaient pas sur d'anciennes malédictions, mais sur des ambitions modernes. La prochaine personne que nous allons rencontrer ne portait pas de relique, elle portait de l'influence. Et certains pensent qu'il a utilisé cela pour changer le monde entier. Lorsque le Titanic a sombré en 1912, cela ne fut pas seulement une tragédie maritime. Pour certains, cela devint un élément central d'une théorie sombre et puissante, suggérant que la destruction du navire n'était pas un accident. Au lieu de cela, c'était un coup délibéré et calculé destiné à dégager le chemin pour l'une des organisations financières les plus influentes au monde, le système de réserve fédéral des États-Unis. Et au centre de tout cela se tenait un homme, J.P. Morgan John Pierpont. Morgan n'était pas un homme d'affaires ordinaire. Au début du XXe siècle, il était devenu une figure éminente de la finance américaine, influençant l'industrie sidérurgique, les chemins de fer, l'électricité et le transport maritime. Son contrôle ferme sur les artères économiques de l'estampe économique de la nation lui a valu le surnom de Napoléon de Wall Street. Il détenait également une participation majoritaire dans la White Star Line, la compagnie propriétaire du Titanic. Lorsque le navire le plus prestigieux se préparait à son premier voyage, Morgan aurait réservé pour lui-même une suite luxueuse avec un pont privé et des porte-cigares spéciaux. Il assista même au lancement du Titanic en 1911, célébrant publiquement le navire comme un symbole des innovations modernes et du luxe. Cependant, à la grande surprise de tous, J.P. Morgan annula soudainement sa participation à la dernière minute. À la toute dernière minute, il décida de prendre quelques jours de congé pour se détendre dans un spa sur une station balnéaire non divulguée en France. Un voyage qui, selon les dires, incluait de longs massages et des bains de soufre. Beaucoup trouvèrent cela étrange compte tenu de l'importance de la présence du Titanic et de l'intérêt personnel de Morgan pour la traversée. Cependant, pour les théoriciens du complot, cela marqua le début d'une nouvelle version. Morgan n'était pas le seul acteur majeur lié au Titanic. Avec trois principaux adversaires de Morgan dans la création d'un système bancaire américain centralisé, John Jacob Astor, l'un des hommes les plus riches du monde, Benjamin Guggenheim, un magnat industriel, et Isidore Straus, copropriétaire de Macy's et ancien membre du Congrès. Tous ceux qui étaient à bord de ce navire périrent. Tous ces trois étaient connus pour leur opposition au pouvoir bancaire centralisé. Certains historiens et théoriciens du complot affirment qu'ils avaient les moyens et l'influence pour retarder ou empêcher la formation du système de réserve fédéral.
En décembre 1913, un peu plus d'un an après la catastrophe du Titanic, la loi sur le système de réserve fédéral fut adoptée, ce qui donna effectivement à Morgan et à d'autres élites financières le type de contrôle centralisé qu'ils avaient tant convoité. Pour les partisans de la théorie du complot, le timing était trop opportun. Ils affirment que le Titanic est devenu un outil soigneusement planifié d'assassinat économique et que Morgan tirait les ficelles dans l'ombre. Éliminer l'opposition, enterrer les preuves au fond de l'Atlantique et remodeler le monde financier à son image. Les critiques, bien sûr, soulignent rapidement les défauts de cette théorie. Il n'existe aucune preuve concluante que l'une des catastrophes maritimes dans l'histoire ait été intentionnellement mise en scène, ce qui est pour beaucoup un trop grande exagération. Néanmoins, le soupçon persiste. Le fait que l'empire de Morgan ait été construit sur des décisions audacieuses et impitoyables n'aide pas. Il était un homme qui voyait à long terme, qui n'hésitait pas à déplacer des pions, y compris des gens, pour assurer le contrôle. Et dans le contexte de la nouvelle économie mondiale où des fortunes étaient faites et perdues en un instant, tout semblait possible. L'idée que Morgan aurait pu organiser la perte du Titanic pour renforcer son héritage et éliminer une opposition influente n'est pas soutenue par des preuves solides. Mais ce récit refuse de s'éteindre, un murmure qui devient de plus en plus fort à chaque nouveau détail découvert, à chaque coïncidence opportune. Et si Morgan n'avait pas besoin d'un iceberg pour éliminer ses ennemis, que se passerait-il s'il n'y avait pas eu d'iceberg du tout? Un expert naval pensait que la force fatale qui a condamné le Titanic n'était pas gelée. Elle se cachait à la vue de tous. Pendant plus d'un siècle, l'histoire est restée inchangée. Le Titanic a heurté un iceberg et a sombré. Mais un expert vétéran des glaces, le capitaine L.M. Collins, a contesté cette version. Et sa théorie pourrait complètement réécrire notre compréhension de la catastrophe. Selon Collins, le Titanic n'a pas heurté un iceberg imposant. Au lieu de cela, il pensait que le navire glissait sur un champ de glace, un vaste espace plat et presque invisible de glace arctique solide. Contrairement à l'image dramatique d'un sommet blanc dentelé se profilant dans l'obscurité, cette glace était cachée et basse, parfaitement camouflée par la mer calme et l'air froid. Le capitaine Collins n'était pas simplement un théoricien. Il avait des années d'expérience pratique à naviguer dans des eaux glacées et faisait partie d'un service britannique spécialisé qui étudiait la glace marine et son impact sur les navires. S'appuyant sur son expérience, Collins a commencé à examiner les rapports des survivants sur les dernières heures du Titanic. Il a remarqué un écart frappant. Les témoins oculaires donnaient des descriptions contradictoires de l'iceberg. Certains disaient qu'il était haut jusqu'à 60 pieds. D'autres, y compris le 4e officier Joseph Boxall, affirmaient qu'il était à peine au-dessus du niveau de l'eau. Comment tant de marins formés et membres d'équipage pouvaient-ils voir des choses si différentes? Collins pensait que la réponse résidait dans un phénomène appelé surréfraction, une illusion optique qui déforme la perception dans des conditions de grand froid. Dans de telles conditions, une plaque de glace à la surface de l'eau pouvait sembler plus haute ou scintiller étrangement, rendant presque impossible de déterminer sa taille et sa distance avec précision. En conséquence, ce qui semblait à une personne être un iceberg monstrueux pouvait n'être rien de plus qu'un champ de glace bas. Cette théorie concorde avec les récits de l'équipage sur le nid de Corbeau, qui décrivait une brume blanche s'étendant à l'horizon, ce que Collins pensait être non pas du brouillard mais un voile de glace plate s'étendant comme un champ de mine sur le chemin du Titanic. Mais peut-être le défi le plus audacieux de Collins à la théorie de l'iceberg résidait dans son utilisation de la physique, en particulier l'effet Bergy. Ce concept suggère que si le Titanic avait réellement heurté un énorme iceberg immobile à pleine vitesse, le déplacement de l'eau aurait créé une sorte d'aspiration ascendante. Cette aspiration aurait probablement fait chavirer l'iceberg, le retourner ou le briser. Il ne pouvait pas simplement glisser doucement le long du flanc. Et plus important encore, une telle collision aurait instantanément déchiré le Titanic, le faisant sombrer en quelques minutes et non en près de 3 heures. Une période aussi longue, presque 160 minutes, entre la collision et la submersion complète, suggère quelque chose de plus complexe. Une longue déchirure irrégulière le long de la coque, potentiellement causée par un contact multiple avec de la glace tranchante et basse plutôt qu'un seul choc catastrophique. Collins pensait que la coque du Titanic avait été percée à plusieurs endroits par la glace de Pâques qu'il avait progressivement découpée comme un couteau dans un métal mou. Cela expliquerait pourquoi tant de survivants emportaient d'avoir entendu un grincement plutôt qu'un bruit fort, et pourquoi certains comme Frank Prentice entendaient vraiment des bruits ressemblant à de multiples explosions ou des ruptures structurelles au fond du navire. Cette théorie, bien que controversée, ajoute du poids à d'autres indices provenant du site de l'accident.
Les plongées modernes et les relevés sonars montrent un tableau des dommages qui semble fragmenté plutôt que centralisé. De petites perforations localisées peuvent être vues près de la proue du navire, ce qui concorde avec un contact glissant lent et non avec une seule déchirure nette. Et si c'est vrai, alors l'iceberg lui-même, souvent dépeint comme le méchant de cette histoire, a peut-être joué un rôle mineur dans la tragédie. Néanmoins, l'hypothèse de la glace de Pâques laisse place à une autre question lancinante. Quelque chose d'autre aurait-il pu rendre le navire plus vulnérable cette nuit-là, quelque chose qui affaiblissait déjà la coque avant qu'elle ne touche la glace sous les lustres scintillants, et les ponts polis du Titanic se cachaient un danger latent couvant bien avant que le navire n'aperçoive l'iceberg. Au fond des entrailles du navire, à l'intérieur de l'un de ces énormes bunkers à charbon, un incendie faisait déjà rage. Selon de nombreux témoignages, cet incendie brûlait depuis plusieurs jours, bien avant que le Titanic ne quitte Southampton. L'équipage était au courant. Les chauffeurs essayèrent en fond de le maîtriser, mais la question demeure: quel dommage avait-il déjà causé au moment où le navire a heurté la glace? Les incendies dans les bunkers à charbon n'étaient pas rares sur les paquebots de cette époque. Le charbon utilisé pour alimenter les moteurs avait tendance à s'enflammer spontanément, surtout sous pression. Mais ce n'était pas un simple incendie. Les rapports suggèrent que les flammes pouvaient brûler à proximité de la coque du Titanic, précisément sur le flanc droit, celui-là même qui a plus tard heurté l'iceberg. Certains ingénieurs ont suggéré que le feu avait atteint des températures si extrêmes qu'il aurait pu affaiblir l'acier dans cette partie de la coque, rendant celle-ci suffisamment fragile pour transformer un choc glissant en une blessure mortelle. Pour lutter contre le feu, les chauffeurs déchargeaient le charbon enflammé directement dans la chaudière, tant pour l'éliminer que pour empêcher les flammes de se propager. Ironiquement, cet effort désespéré pour contenir un danger pouvait en accélérer un autre. Décharger plus de charbon dans la chaudière augmentait la vitesse du navire, ce qui pourrait expliquer pourquoi le Titanic avançait si rapidement malgré de nombreux avertissements concernant les champs de glace à proximité. Si le feu a influencé la décision de maintenir ou d'augmenter la vitesse, il aurait pu indirectement contribuer à la catastrophe. Et si la coque avait vraiment été structurellement affaiblie, alors même une collision mineure aurait pu entraîner un naufrage catastrophique. Il existe également des preuves photographiques qui soutiennent certaines de ces affirmations. Sur l'une des photos prises avant le départ, une bande verticale sombre est visible sur la coque du Titanic, à peu près à l'endroit où l'on disait que le feu faisait rage. Certains experts pensent qu'il s'agit d'un endroit de dommage thermique, d'autres, comme l'historien du Titanic Samuel Halpern, demeurent sceptiques. Halpern a publiquement rejeté l'idée que le feu ait considérablement endommagé la structure du navire, affirmant que les compartiments étanches étaient encore intacts et que la construction du navire pouvait supporter une chaleur localisée. À son avis, l'iceberg et non le feu reste la cause évidente de la perte. Néanmoins, les doutes persistent. La chronologie concorde. L'emplacement correspond et le comportement du navire cette froide nuit d'avril, sa vitesse. Les bruits étranges, la défaillance inhabituelle de la coque, soi-disant insubmersible, continuent de soulever des questions. Le Titanic aurait-il pu être condamné non seulement par les forces de la nature, mais aussi par une menace qu'il portait en lui? Le feu aurait-il pu être un tueur silencieux préparant le terrain pour une catastrophe parfaite? Et puis il y a la métaphore que personne ne peut ignorer. Un incendie physique brûlant peut-être dans la salle des machines, mais un autre type de feu brûlait plus haut dans l'esprit de ceux qui étaient aux commandes. Un feu alimenté par la fierté, les ambitions, le désir de prouver que la pensée ingénieure humaine avait enfin triomphé de la nature. Il y avait un besoin d'aller vite, d'arriver en un temps record, de démontrer la puissance du luxe moderne et des innovations. Ce feu est également resté hors de contrôle et finalement il aurait pu se révéler tout aussi mortel. On blâme l'iceberg, mais que se passerait-il s'il n'avait été que la conclusion de ce que le feu avait déjà commencé? L'héritage du Titanic n'est pas seulement fait d'acier et de rivets, mais d'émotions de mystère et de mémoire. L'iceberg a-t-il vraiment décidé de son destin, ou était-ce un sabotage, un incendie, un remplacement, ou quelque chose de pire? Faites-nous savoir en quoi vous croyez dans les commentaires. Si cette plongée profonde vous a fait douter de tout ce que vous saviez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de passer à la prochaine vidéo à l'écran pour en savoir plus sur les mystères cachés à la vue de tous. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. À suivre.